Bonjour, cette vidéo s'adresse aux étudiants de L3 qui étudient l'analyse complexe. Cette vidéo présente l'une des preuves du cours. Elle peut être utile aussi pour un agrégatif qui a besoin de revoir cette preuve. Est-ce que ça peut faire un développement d'agrégation? Pourquoi pas? Alors, il s'agit des fonctions holomorphes et du lien avec les fonctions analytiques, plus précisément ici avec les fonctions développables en série entière. Donc il a été précédemment démontré que une série entière est holomorphe dans son disque de convergence, dans son disque ouvert de convergence. Alors maintenant on va faire le contraire. On va dire qu'une fonction holomorphe est analytique, c'est-à-dire plus précisément, on va dire qu'une fonction holomorphe est développable en série entière. Alors on va faire un petit schéma pour comprendre de quoi il s'agit. Donc on a un ouvert oméga que je dessine sous forme de patate. Et puis ensuite on a un point Z0. Et maintenant on prend une boule de centre Z0 qui est incluse dans oméga. Donc de rayon grand R. Donc là je suis en train d'énoncer le théorème tel qu'il est marqué là. Et bien alors je dis que la fonction f est développable en série entière dans tout oméga, dans toute cette boule là. Voilà. Alors évidemment si j'arrive à trouver une boule plus grosse qui rentre dans oméga, ben, elle sera développable en série entière là-dedans. Grosso modo, le plus grand rayon que je puisse trouver sans toucher les bords, eh ben, c'est le rayon de convergence de la série entière. Et si je prends un autre point Z0, par exemple ici, là où j'ai la croix violette, eh ben, la boule sera peut-être sur mon dessin, par exemple, de rayon plus petit. Bon, donc ça dépend du point Z0. Alors, il y a deux théorèmes en un, en fait. Il y en a un où on suppose que f est de classe C1, donc vous allez voir qu'à un moment donné, on va se servir de cette hypothèse. Mais en fait, c'est vrai même si elle n'est pas de classe C1, parce que de toute façon, l'holomorphisme est tellement puissant. Mais par contre, si on ne suppose pas que c'est de classe C1, on a besoin d'intégration le long des chemins. Donc cette preuve n'utilise aucun autre résultat sur les fonctions holomorphes. Elle n'utilise même pas l'intégration le long des chemins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des hypothèses un peu plus restrictives que ce qui est marqué là, dans ce résultat. D'abord, on va supposer que la boule fermée de rayon R doit être incluse dans oméga. Donc ça ne change rien à mon schéma, mais simplement il faut comprendre qu'on va avoir la boule fermée. Donc ça veut dire qu'en grosso modo, on ne peut pas toucher le bord ici. Voilà. Donc ça ne changera rien à l'énoncé du théorème, vu que là, on est en train implicitement de prouver que le théorème va être vrai pour tout grand R moins epsilon, et comme epsilon sera arbitrairement petit, le théorème sera vrai quand même pour toute valeur grand R telle qu'indiquée dans le théorème. Alors maintenant, on prend un petit r qui est plus petit que grand R. Je vais dessiner une boule plus petite. Voilà, et donc ça c'est une boule de rayon petit r qui est incluse dans la grande boule de rayon R. On va travailler là-dedans. Alors, je vais poser une grande intégrale dont on peut se demander d'où elle sort. Donc on aura plus l'intuition d'où elle sort quand on aura avancé dans l'holomorphie. Donc la notation H, on en aura peut-être besoin. Donc je pose cette grande intégrale. Alors il s'agit de quoi en fait? Il s'agit d'une fonction qui va de R dans C. En effet, cette fonction-là que nous intégrons, c'est une fonction de θ. On intègre par rapport à la variable θ. Et pour chaque valeur de θ, on fait correspondre un gros truc là, qui est un nombre complexe. On est donc en train d'intégrer une fonction f qui va de R dans C. On n'est pas du tout en train d'intégrer une fonction f holomorphe suivant la variable z. De ce fait, tout ce qu'on a appris sur les intégrales réelles s'applique ici, parce qu'une fonction f qui va de R dans C, on peut l'avoir comme une fonction qui va de R dans R2, et donc il y a deux composantes, et c'est comme si on intégrait chacune des deux composantes. Donc dès lors que cette fonction qui va de R dans C est continue, eh bien à ce moment-là, on a le droit d'intégrer avec les outils usuels.
puisque ça veut dire que sa partie réelle et sa partie imaginaire sont continues, ça revient à intégrer des fonctions réelles. Bon, alors pourquoi est-ce que ce que nous intégrons, c'est-à-dire tout ça là, c'est continu par rapport à θ? Ben, EIθ c'est continu par rapport à θ, ça c'est clair. Et puis ensuite ici on a une composée de fonctions, puisque f est holomorphe, elle est continue. C'est la seule chose qu'on utilise ici pour montrer que tout ce qui est là, pour conclure que tout ce qui est là est continu par rapport à θ, donc c'est légitime de vouloir intégrer. Alors maintenant, pour que G soit bien défini, donc G dépend de lambda comme un paramètre, c'est une intégrale à paramètres. Donc vous connaissez certains théorèmes hein, sur les intégrales à paramètres. Par exemple, intégrale à paramètres, vous connaissez la convergence dominée, des choses comme ça. Bon, on va voir si on en a besoin ici. Mais on a besoin de savoir déjà si G est défini, c'est-à-dire si le quotient ne s'annule pas, première chose. Et puis aussi, on a besoin de savoir si tout cela est borné. Alors, faisons un schéma. Du coup, je vais me placer dans ma boule de rayon petit r, que je vais zoomer ici. J'ai mon Z0 qui est au milieu. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais prendre ce drôle de truc là qui est à l'intérieur du F, qui est 1 moins lambda Z plus lambda R EIθ. Alors déjà, je vais placer R EIθ. Donc R EIθ, c'est un élément du cercle. Hein. Je rappelle qu'ici, je suis dans un cercle de rayon petit r. Et j'ai mon R EIθ qui est là. Ok, donc c'est quoi ce 1 moins lambda Z plus lambda R EIθ? Ben, c'est un barycentre. Hein. Puisqu'on dit que lambda est entre 0 et 1. Alors ici, j'ai un Z qui est dans ma boule quelque part, par exemple là. Et ce 1 moins lambda Z plus R lambda EIθ, c'est un barycentre. Donc je prends F d'un point qui se situe quelque part par là. Donc ce point-là que je montre, c'est exactement 1 moins lambda Z plus lambda R EIθ. Très bien. Je divise par R EIθ moins Z. Alors il faut bien comprendre que Z est à l'intérieur de la boule de rayon petit r et R EIθ est sur le cercle. Donc, en aucun cas, R EIθ moins Z ne peut être nul. Alors ensuite, pourquoi la fonction qu'on intègre est bornée? Eh bien, on sait que notre fonction f est holomorphe, en particulier sur la boule de rayon grand R ouverte. Donc elle est continue sur cette boule fermée. Cette boule fermée est compacte. Donc f est borné parce que nous prenons f d'un élément qui est dans le compact B de centre 0 et de rayon R. Ensuite, concernant le dénominateur, ben vous voyez que en fait, qu'est-ce qui bouge ici? C'est θ. Donc ce point R, là, que je montre avec le curseur, ce point R EIθ, il va tourner autour du cercle. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il va être le plus proche possible de Z, mais à une distance minimale. Cette distance ne va pas faire 0, ce qui fait que le dénominateur, quand on fait 1 divisé par ce dénominateur, c'est-à-dire 1 sur R EIθ moins Z, cela va être borné. Autrement dit, R EIθ moins Z va être minoré par quelque chose de non nul. Alors comment le dire plus proprement? On utilise la seconde inégalité triangulaire, qui est là. Or, si l'on exploite cette inégalité triangulaire, ben, le module de R EIθ, c'est R. Ce qui fait que notre dénominateur, R EIθ moins Z, est minoré par cette quantité-là. Alors cette quantité-là, comment on peut la voir ici sur le dessin? Ben, cette quantité-là, qui est donc R moins module de Z, c'est en quelque sorte la distance, la plus courte distance entre Z et le cercle. C'est ceci. De ce fait, nous avons prouvé que tout ce que nous intégrons est borné. Et donc, l'intégrale existe. Elle aura une valeur finie. Alors maintenant, ce que nous souhaitons, c'est dériver cette intégrale à paramètres par rapport à lambda. Donc le théorème de la convergence dominée nous dit que nous devons d'abord dériver ça par rapport à lambda et voir si cela est dominé. Alors quand on dérive ça par rapport à lambda, ben ce terme-là va disparaître puisqu'il est constant par rapport à lambda. Quelque chose va sortir d'après le théorème sur les fonctions composées. Ce qui va sortir, c'est... Alors quand je dérive par rapport à lambda, de quoi lambda est-il en facteur en haut? Il est en facteur de R EIθ moins Z, qui est exactement le bas, donc le bas disparaît. Il me reste donc juste f' de tout ça. Et le fois R EIθ, il vient d'ici. Hein. Je l'avais oublié. Bon, et alors maintenant,
nous, on veut prouver que cette intégrale, l'intégrale de tout ça est convergente. Mais f' continue, c'est là qu'on utilise l'hypothèse que f est C1. Comme f' est continu, f de toute cette quantité-là, c'est quelque chose de borné. Alors pourquoi c'est indépendant de lambda? Parce que c'est borné par tout simplement le sup de f' sur la boule fermée. Ce sup existe parce qu'f' est continu sur un compact. Or, on a vu que ce barycentre-là, correspondant au petit point que j'ai marqué ici en vert, il se balade dans la boule fermée de rayon petit r. Donc je fais un petit schéma ici pour montrer que ça, c'est un zoom de la boule fermée de rayon petit r. Voilà, il se balade là-dedans. Donc il est plus petit que le sup infini de f' sur cette boule. Et donc j'ai le droit de dériver sur le sin somme, et je trouve que g' est égal à ça, logiquement. Alors, maintenant, je vais montrer que g égale constante, c'est-à-dire que sa dérivée est nulle. Alors pourquoi ceci fait 0? Parce que cette expression-là, c'est exactement la dérivée en θ cette fois-ci. C'est exactement la dérivée en θ de ce que j'ai marqué ici. Alors regardons bien. Ce que j'ai marqué ici, mettons juste f de 1 moins lambda z plus lambda r uθ. Donc l'image par f du barycentre. Si je considère ça comme une fonction de θ, donc vous voyez ici, c'est ce petit point-là, et vous imaginez que θ il tourne, la fois suivante il sera là, et puis vous aurez votre barycentre qui sera ici, et donc vous avez ici un point qui va bouger en fonction de θ. Et on regarde cette variation en fonction de θ. Alors, si je dérive par rapport à θ, c'est la dérivée visuelle des fonctions composées. Donc, qu'est-ce qui sort? Il sort lambda r eiθ fois i. Alors, le lambda et le i, je les ai compensés ici. Il me reste r eiθ qui était déjà présent. Donc, j'ai bien prouvé que ce que j'ai mis entre crochets, c'est la primitive de ce que j'intègre. Alors maintenant, vu que le θ n'apparaît que sous la forme eiθ, et que eiθ prend la même valeur en 0 et en 2π, eh bien, la valeur en 0 et en 2π de tout ce morceau-là est la même. Par soustraction, cela fait 0, j'ai prouvé que g égale constante. Alors maintenant que j'ai prouvé que g égale constante, on va tirer la couverture en disant que g de 1 vaut 0, puisque g de 0 vaut 0. Alors pourquoi g de 0 vaut 0? Revenons à la définition de g. G de 0, ça veut dire lambda vaut 0. Vous avez donc ici f de z. Et évidemment, f de z moins f de z, ça fait 0. Maintenant, si lambda vaut 1, c'est une autre paire de manches. On va voir ce que cela donne. Alors, si lambda vaut 1, on fait g de 1, donc on trouve ça. Voilà, donc ça, c'est facile. Alors maintenant, on a cette intégrale qui est nulle, on va la séparer en deux. Donc ça, c'est une simple séparation en deux, il n'y a aucune difficulté là-dedans. Alors ensuite, ici, on va diviser par r eiθ en haut et en bas. Donc lui, il descend, et on obtient ça. Bon, ça c'est simple, c'est une petite division dans une fraction, on fait pareil là. Pourquoi on fait ça? Parce que nous, ce qu'on veut prouver, c'est que f peut s'écrire sous la forme d'une série entière. Or ça, c'est une série entière connue. Puisque, si j'appelle grand Z égale tout cela, vu que c'est strictement inférieur à 1, eh bien je peux décomposer en série entière. Donc je rappelle, c'est strictement inférieur à 1 parce que Z est dans la boule ouverte de rayon petit r. Alors, j'écris cette somme, donc c'est la somme de Zn sur Rn, E moins Iθ puissance n, que j'ai marqué là. Donc ça, je le sais, c'est valable pour tout point Z qui est à l'intérieur de la boule qu'on a dite. Bon. Alors regardons ici, je fais la même chose. En fait, j'ai la même série entière qui apparaît là. Très bien. Alors maintenant, je vais intégrer ça par rapport à θ, puisque dans les deux cas, j'ai une intégrale par rapport à θ. Mais, ici, le θ intervient aussi dans le f. Alors attention à bien comprendre ici que z est fixé, strictement plus petit que 1. Donc le module de ceci, qui est z sur r module puissance n, est plus petit que 1, ce qui fait que la convergence en θ est uniforme, c'est uniforme selon θ. Il faut bien comprendre que z est fixé ici, ce qui fait que la chose qui est là, si je la multiplie même par tout ça, que je somme et que j'intègre, et dont je prouvais que je peux intervertir la somme et l'intégrale, eh bien, tout ce morceau-là, c'est-à-dire ça multiplié par ça, il est majoré par quelque chose que je souhaiterais indépendant de θ et qui soit sommable et intégrable. Or, cette chose qui est indépendante de θ, c'est module de z sur r puissance n, puisque le module de ça c'est 1, le module de ça c'est borné,
Et module de z sur r puissance n, puisque z est fixé, c'est convergent. J'ai donc une convergence dominée qui me permet d'intervertir tout. À droite, c'est pareil. Et quand j'intervertis tout, ben ici, j'ai une intégrale irréductible, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir la calculer. Et à droite, j'ai une intégrale que je peux calculer, puisque tout sort de l'intégrale sauf ça. Alors, quand je fais l'intégrale de 0 à 2pi de e moins in θ dθ, encore une fois, c'est l'intégrale d'une fonction qui va de R dans C. Donc je peux utiliser tous les résultats que je connais. Je peux utiliser la formule de Moivre si je veux. Je peux primitiver directement ça. Il se trouve que ceci va faire 0, sauf pour n égale 0. Voilà, donc ça c'est un petit exercice à voir. Parce que si n vaut 0, ben ça fait l'intégrale de 0 à 2pi de 1. Donc ça fait 2pi. Ça, vous reconnaissez le terme en n égale 0, puis ça fait z0 sur r0, ça fait 1. Et si n est différent de 0, ben, il suffit de faire moivre, hein, cosinus moins inpi, vous intégrez 0 à 2pi, cela fait 0. Bon, donc à droite, tout est très simple. À gauche, ben, on ne peut pas bouger de ça. Eh bien, c'est pas grave. On a prouvé que f s'écrit comme une série entière. Simplement, les coefficients n sont compliqués. Ben, c'est pas grave, ils existent, ils sont définis. Alors, comment on les calcule? On fait descendre le 2pi, 2pi Rn, le Zn qui est là, ben, il reste dans la série entière. C'est tout le reste, c'est-à-dire cette intégrale-là, divisée par Rn, qui va constituer le coefficient à n. Du coup, on a le Rn ici, et il nous reste cette intégrale-là. Donc cette intégrale, elle existe bien, hein, puisqu'on a vu que f est continu et borné sur le compact, la boule fermée de rayon petit r. Et donc, on est parti d'une fonction holomorphe. On a supposé en plus qu'elle est C1, parce qu'une fonction holomorphe, certes, elle admet une dérivée f', mais cette dérivée pourrait ne pas être continue. Or, on avait besoin de la dérivée f'. Donc, on a supposé que f' était continue, et on a montré que f était développable en série entière. Et on verra beaucoup plus loin dans le chapitre qu'en fait, si elle est holomorphe, elle est C1. Voilà. Alors maintenant, on a un résultat puissant ici. C'est que toute fonction développable en série entière est analytique. Ça veut dire que dans C, si elle est développable en série entière en n'importe quel point, eh bien vous pouvez la développer en un autre point, pourvu que, évidemment, ça rentre. Donc je vais faire un petit schéma pour la proposition 21. Donc proposition 21 maintenant. Et bien dans la proposition 21, vous avez un Z0, une boule de rayon grand R. Vous prenez un Z1, voilà, et maintenant vous prenez un rayon R1 simplement qui rentre dans la boule. Et bien vous savez que la fonction est dérivable en série entière autour de Z1. Alors pourquoi? Ben, c'est logique, puisque elle est par hypothèse dévéloppable en série entière autour de Z0, mais du coup elle est holomorphe dans tout le disque, et comme elle est holomorphe, on a vu qu'en n'importe quel point, elle est développable en série entière. Et donc, on a un résultat qui est un résultat un peu série entière, c'est-à-dire si elle est développable là, et bien, en n'importe quel autre point, et avec un rayon suffisant pour que ça rentre dans la boule, ben, elle sera développable en série entière aussi là. Donc, un puissant résultat de série entière.